Je veux dire, si on arrive à insérer à l'école un enfant trisomique, il n'y a pas de raison qu'on n'insère pas tous les autres enfants. Et si on insère dans le droit commun une personne trisomique au niveau du travail, il n'y a pas de raison qu'on n'insère pas toutes les personnes handicapées au niveau du travail. Alors Roger-Louis Hombard, on vous a un peu entendu ce matin. Moi, si je relève le CV pour que tout le monde comprenne un peu avec qui on est en train de parler, vous êtes président de l'Association départementale des infirmes moteurs cérébraux de l'Hérault, président de Éducation solidaire 34, un collectif qui regroupe 9 associations pour l'intégration scolaire des enfants, professeur à l'université, chargé de mission handicap pour l'Université de Montpellier et directeur du service d'accueil pour les étudiants et personnels. Donc évidemment, première question, c'est qu'avec la loi de 2005, qui donc est censée en tout cas favoriser l'accueil des enfants à l'école et encore plus loin, est-ce que quand même, on a vu ce matin qu'il y avait eu des efforts, est-ce que vous avez l'impression que le regard change? Bon, si vous voulez, je vais compléter la présentation, ou tout au moins... non, je suis ici comme bénévole et surtout père d'une jeune fille qui a 20 ans aujourd'hui, qui est infirme moteur cérébral. Donc, toutes les stratégies d'intégration scolaire, c'est quelque chose que j'ai travaillé depuis 18 ans. Si on se donne les moyens, on peut arriver à un certain nombre de choses. Ma fille ne parle pas, ma fille ne se sert pas de ses membres supérieurs. Pour mettre en place une communication, vous imaginez que ce n'est pas simple. Et là, un travail, parce que j'ai rencontré des professionnels absolument fabuleux. À 2 ans et demi, on l'a mise sur un ordinateur. Elle tape sur un ordinateur avec les pieds. Et actuellement, elle est en Cagne, elle prépare Normal Sup. Et actuellement, les pouvoirs publics délèguent beaucoup encore aux associations et les associations portées par les parents. Et donc, ça tient de la volonté des parents, du savoir-faire, de l'investissement que les parents peuvent prendre pour se consacrer à cette mission. Travailler sur le handicap, et ça, je crois que c'est Charles Gardou qui l'a dit, c'est complexe et il faut se montrer inventif. Donc, ça veut dire que je pense qu'il y a presque tout à construire. Notre réflexion au sein de l'association que je préside nous a amené à dire c'est dès le plus jeune âge qu'il faut que nos enfants dits en situation de handicap, comme je disais, qui ont des particularités, puissent être intégrés, même pas inclus, je préfère le mot inclus, puissent être inclus dans la société. Vous avez à Montpellier, quel est le pourcentage de personnes handicapées à l'université? À l'université, notre service gère actuellement gère 175 personnes handicapées. Alors, dans les 175, nous avons une moitié qui nécessite simplement des aménagements du type tiers-temps, c'est-à-dire, je dirais, où il n'y a pas des accompagnements humains à mettre en place. Et sur l'autre moitié, nous en avons une moitié qui nécessite des accompagnements humains, avec toutes les formes que cela peut prendre. Donc ça dépend beaucoup de la volonté du chargé de mission. Est-ce que les autres étudiants valides, normaux, participent? Absolument. Nous donnons la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des contrats étudiants. C'est-à-dire qu'il y a dans certaines situations, on a des étudiants qui font le secrétariat pour leurs copains, qui sont rémunérés pour ça. Dans d'autres situations qui nécessitent des accompagnements avec plus spécialisés, nous embauchons malheureusement sur des emplois précaires comme les AVS. Alors, certains entendront parler d'AVU, auxiliaire de vie universitaire, mais ça n'existe pas, les AVU. Les AVS, on sait bien ce que c'est. Quand ils viennent à l'université, ils sont considérés comme des adultes, c'est-à-dire que tout ce qui est l'accès aux études doit être pris en charge par l'université, et tout ce qui est l'accompagnement humain, c'est dans le cadre de la PCH. Oui. Voilà. Donc, ça complique un petit peu les choses, mais on y arrive. Et je crois que ça dépend, comme des entreprises, là c'est une entreprise, notre université, ça dépend de la direction. Je pense qu'il est bon de redonner de la place et les moyens pour que les personnes puissent s'assumer enfin voilà, dans les meilleures conditions. Et la loi 2005 aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a apporté, bon, on va dire, elle a rappelé le droit commun en stigmatisant de nouveau, mais quelque part c'est aussi une solution. Et j'acquiesce le fait qu'il faut peut-être passer par là avant d'être sur du droit commun, comme la Convention internationale sur le droit des personnes en situation de handicap existe. C'est aussi un instrument de plaidoyer. Et dans les pays nordiques, on voit en tout cas un regard qui se prend même à l'échelle locale. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité naturelle en même temps qui se fait, une prise en charge, bon, plus ou moins financière, etc. Je caricature un peu, mais qui permet réellement que la personne, elle est dans son village, elle vit dans son village, elle a une différence, elle a des particularités, mais elles n'en sont plus, en fait. Voilà.
Jacques Marion, voilà, Laurent Cabourg évoquait votre projet. Est-ce que vous pouvez nous présenter Défi pour l'emploi ? Oui, je vais essayer de le faire brièvement en essayant de pointer les points essentiels, quoi. Mais au préalable, je voudrais dire pourquoi ça, quoi. Je veux dire que je crois que nous sommes dans une mutation importante au niveau de la société et de l'approche du handicap. Bon, ça a été dit là par les mes deux collègues et amis précédemment. Je veux dire que il y a des lois, mais il y a surtout aujourd'hui une reconnaissance, le regard. Bon, aujourd'hui c'est le regard, le thème c'est sur le regard, mais je crois que le regard a changé et surtout les personnes handicapées ont changé. Quand vous avez une personne trisomique qui vous dit « moi je veux travailler comme tout le monde dans une entreprise et je veux faire ça », et qu'elle est allée à l'école comme tous les autres enfants, je ne vois pas pourquoi on n'essayerait pas de répondre à ces questions et de l'aider à trouver du travail. Et c'était à partir de là, donc au niveau associatif, on a accompagné un certain nombre de jeunes qui sont devenus adultes un jour et qui avaient fréquenté l'école comme tous les autres enfants, côtoyé des parents, côtoyé d'autres parents qui n'avaient pas d'enfants handicapés, et on s'est posé la question, est-ce que la loi, alors c'était avant la loi, mais enfin on était dans les travaux d'élaboration, va permettre à ces personnes déficientes intellectuelles, dont trisomiques 21 pour certains, puisqu'on a dans le groupe, on n'a pas que des personnes trisomiques, va leur permettre de travailler. Et on s'est aperçu qu'il n'existait aucun centre de formation, qu'il n'y avait rien qui permettait de trouver du travail. Tout ce qui existait, c'était pour travailler dans le milieu protégé. Donc on s'est dit, il faut inventer quelque chose. Et c'est à partir de là, après des essais par tâtonnement, puisqu'on a commencé à travailler sur ce sujet dans les années 2003. Donc, au fur et à mesure, chaque année, les évaluations faisaient qu'on s'est dit il faut structurer tout ça et offrir l'acquis que nous avons de formation à des personnes que nous ne connaissons pas. On a mis en place donc ce dispositif de formation qui repose sur 3 pôles, un pôle pédagogique, un pôle social et le pôle entreprise.